Donc cet après-midi, elle va se décomposer en 2 temps. Donc un premier qui est une conférence sur laquelle on va avoir 3 moments successifs avec 2 tables rondes et entre les deux des présentations de produits innovants. Et puis derrière, la remise des prix du concours d'architecture, où donc on va avoir la présentation des projets lauréats par les étudiants et puis la remise des prix proprement dites. Et donc, sans plus tarder, je vais d'abord commencer par donner la parole à Marie-Hélène Contal, qui est directrice des programmes à la Cité de l'Architecture et qui nous a fait le plaisir de nous accueillir ici. Ce sera un mot d'accueil très bref, simplement, effectivement, pour renouveler notre hospitalité donc, au concours et à toutes les actions que mène Karibati. Nous avons accueilli le concours étudiant l'année dernière pour la première fois. Il avait tous les stigmates, effectivement, d'un concours qui, je pense, peut devenir un des bons concours d'émulation dans les écoles d'architecture. Et de fait, je pense que l'événement avait été une très, très belle initiative. Et nous avons été également très intéressés par le fait que cette démarche de concours soit associée, en effet, à tout un travail d'observation et de développement de filières que mène Karibati et tous les partenaires de l'opération. Pour avoir observé les filières de développement durable depuis quelques années, je dois dire que je trouve la maturité dont fait preuve cette filière dans sa construction est assez intéressante. Et bon, c'est peut-être le prix de l'expérience des autres, je ne sais pas, entre autres. Voilà. Donc je souhaite bienvenue aux étudiants, aux enseignants, aux entrepreneurs, à tous les partenaires et à tous les convaincus de cette filière. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Et donc, je vais commencer par appeler donc pour la première table ronde. Donc, on va avoir les présentations successives des intervenants. Et donc, pour commencer, pour introduire finalement cet après-midi, Madame Doris Niklos, donc du Commissariat général au développement durable. Bonjour à tous. Alors, je remercie les organisateurs de m'avoir convié à faire cette présentation. Alors, on m'a confié comme mission en un quart d'heure de vous parler de l'épuisement des ressources et des contraintes que cela fait peser sur nos activités. Donc, je vais essayer en un quart d'heure de faire le tour de la question. Et je vais principalement concentrer mon exposé sur les ressources non renouvelables, les matières non renouvelables, parce que généralement, quand on parle d'épuisement, c'est généralement de ces matières-là qu'on parle. Alors, quand on regarde l'évolution de l'extraction mondiale des matières au cours des dernières décennies, on constate une croissance très forte. En 1970, ce sont 20 milliards de tonnes qui ont été extraites au niveau mondial. En 2015, ce sont 80 milliards de tonnes. Donc on voit bien l'explosion de cette extraction mondiale. C'est le cas pour toutes les catégories de matières, que ce soit pour les ressources énergétiques fossiles, qui sont ici en orange, que ce soit pour la biomasse, qui est ici en bleu sur le schéma, que ce soit pour les minerais métalliques en gris ou encore pour les minéraux non métalliques. Et là, c'est notamment les matériaux de construction, enfin les minéraux de construction qui représentent une part importante. Et c'est d'ailleurs pour cette dernière catégorie que la croissance a été la plus forte, ce qui amène donc forcément à une évolution de la part relative de ces matériaux dans l'extraction mondiale totale qui, en 2010 ou 2015, représente environ 40%. Alors, qu'est-ce qui peut faire cela? Alors, tout de suite, on pense bien évidemment, enfin, quels sont les déterminants de cette évolution? Bien évidemment, on pense à la croissance démographique, multiplication par 2 sur cette période-là, mais c'est pas la seule raison. C'est aussi l'augmentation du niveau de vie, donc l'augmentation de la richesse. Le PIB a été multiplié par 3 sur la même période, et c'est aussi les énormes modifications structurelles, urbaines et industrielles dans les pays en développement, et notamment les pays émergents, qui expliquent cette évolution de cette extraction mondiale de matières. Alors, ces 3 déterminants, l'évolution de ces 3 déterminants vont donc exercer une influence majeure sur l'évolution à venir de la demande, du moins on peut le supposer. Alors la croissance démographique, tout le monde le sait, 9 à 10 milliards d'habitants a priori en 2050.
On prévoit également une augmentation importante de l'urbanisation avec globalement 2 milliards de plus de personnes de plus dans les villes à l'horizon 2050. Et puis le développement économique, puisqu'une étude de l'OCDE disait notamment qu'on aurait en gros 3 milliards de personnes de plus dans la classe des individus, dans la classe moyenne. Et donc forcément, tout cela va spontanément se traduire a priori par un besoin en matière supplémentaire. D'autant plus que lorsqu'on compare le niveau de consommation moyen par habitant des pays riches et des pays pauvres, on est dans un rapport de 1 à 4. Donc, quand on fait des projections, et si on part du principe qu'à terme, il y aura un alignement de la consommation moyenne de matière par habitant au niveau mondial, on arriverait à 150 à 180 milliards de tonnes de matière extraite à l'horizon 2050. Alors, si on reste sur les mêmes proportions, à savoir, en gros, 3/4 de matière non renouvelable, spontanément, on a envie de se poser la question de est-ce qu'il y a assez de ressources, quoi ? Est-ce qu'il y a assez de matière sur la Terre pour pouvoir faire face à une telle demande ? Alors, c'est pas nouveau ce débat. Alors, généralement, l'indicateur qu'on utilise quand on parle d'épuisement, c'est le nombre d'années de réserves disponibles. Et déjà, Meadows, que vous connaissez peut-être les travaux et notamment le célèbre livre qu'il a publié en 1972, il avait fait un petit peu cet exercice en rapportant donc la quantité de réserves connues pour différentes matières, pour différents métaux, notamment à la production de cette matière, à l'extraction de cette matière. Voilà. Et donc, du coup, il arrive à calculer un certain nombre d'années de réserve. Et ce qu'il a calculé, c'est ce qui est marqué en rouge. Et en 2010, quand on refait le même exercice, on arrive à ce qui est en bleu. Donc on voit bien que c'est un peu étonnant parce que quand même entre 65 et 2010, on a extrait des matières premières, beaucoup même, comme je vous l'ai montré dans la courbe. Donc on a un peu du mal à comprendre finalement c'est quoi vraiment, est-ce que ces réserves vont vraiment s'épuiser. En fait, quand on parle de réserves, généralement, on se réfère à quelque chose, on se réfère à des conditions technico-économiques actuelles. Donc on considère qu'une réserve est exploitable à partir du moment où les ressources peuvent être, enfin les matières, les métaux, là en l'occurrence les minéraux peuvent être extraits avec les technologies existantes et avec les prix des matières existantes. Or, vous vous doutez bien que ces choses-là sont amenées à évoluer. Et dès que cela évolue, les réserves, généralement, évoluent en même temps. Il y a du progrès technologique. On a vu aussi augmenter, du moins pour un certain nombre de métaux, le prix des matières premières sur les marchés. Donc tout ça, ça fait que les gisements, que les réserves, c'est quelque chose à géométrie variable. Alors à côté de ça, on a les ressources. Alors les ressources ne font pas référence effectivement à ces conditions technico-économiques actuelles, ce qui fait que généralement, quand on évalue les ressources sont très nettement supérieures aux réserves. Et puis, il y a néanmoins un point commun quand on parle de ressources et de réserves, c'est qu'on part de ce qui est connu. Or, aujourd'hui, on est vraiment loin à connaître tous les gisements de façon exhaustive. Donc, clairement, quand on parle d'épuisement, et souvent, généralement, on parle d'épuisement physique, mais en fait, c'est un débat sans fin, parce que il y a tellement d'incertitudes, puis quand on voit comment ça a évolué, finalement, on n'est pas sûr que finalement l'épuisement physique, ça soit pour demain, ni même au milieu du XXIe siècle, voire encore peut-être même pour des centaines d'années, parce qu'on a de loin pas tout exploré. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas de problème ? Non, vraiment pas. Et je vais vous dire, alors je vais peut-être passer sur le cuivre. J'avais illustré ça avec l'exemple du cuivre, qui est quand même le métal qu'on connaît, enfin qu'on a beaucoup exploré, mais je ne veux pas exploser l'exposé, donc je parlerai directement du coup, finalement, quel est le problème ? Alors, aujourd'hui, s'il n'y a pas de consensus autour de l'épuisement physique, il y a quand même un consensus sur le fait que ça va coûter plus cher, pour plein de raisons. D'abord parce que quand on regarde le coût moyen d'un puits de pétrole,
la mise en exploitation d'un puits de pétrole, ça y est, par rapport à la décennie passée, ça est multiplié par 2. Or, l'énergie, c'est quand même une composante principale des coûts de production des minerais et des métaux. Ensuite, un excellent travail de l'Institut McKinsey sur la révolution des ressources essaie de chiffrer quels vont être les investissements qui seront nécessaires si on veut couvrir les besoins. Alors, le périmètre est un peu différent. Ils parlent du pétrole, ils incluent le pétrole, ils incluent l'acier, qui est de loin le métal sans doute le plus consommé. Ils incluent également l'eau et les produits agricoles. Et ils arrivent à une somme absolument astronomique, 3 trilliards de dollars par an. Et en gros, ils disent que quand on regarde les tendances passées, on a investi 2 trilliards de dollars américains. Ça veut dire qu'il faut vraiment augmenter les investissements, alors même que le coût du capital commence à être plus élevé. Donc c'est un deuxième facteur de renchérissement, effectivement, des coûts liés, des coûts de production de ces ressources. Et puis, là aussi, consensus, pour les métaux, on se rend compte que les minéraux sont de moins en moins concentrés. Qui dit de moins en moins concentré, dit que il faut plus d'énergie. Et donc forcément, qui dit plus d'énergie, dit aussi généralement augmentation du coût de production. Voilà. Alors, à côté de ça, on a aussi les coûts environnementaux. Plus on consomme d'énergie aussi, quand on voit que 85% de la production d'énergie aujourd'hui, ça repose encore sur les combustibles fossiles, c'est aussi des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires, ce qu'on veut à tout prix éviter. En outre, c'est aussi beaucoup d'eau et de plus en plus d'eau, alors que de nombreuses installations se situent dans des zones arides ou semi-arides. Alors typiquement, là aussi, je donne l'exemple du cuivre, où au Chili, qui a installé d'énormes canalisations pour faire venir de l'eau de mer pour fabriquer son cuivre. Et en gros, ils ont fait une petite projection de l'évolution de la production de cuivre qui devrait augmenter de 8% dans les 10-15 prochaines années, alors que la consommation d'eau associée devrait augmenter de 62%. Voilà. Donc la rareté, finalement, elle n'est peut-être pas, ou l'épuisement n'est peut-être pas là forcément où on le sent, où on le croit. Alors, quand on voit tous ces chiffres, on se dit oui, mais il y a plein de bonnes solutions, il y a plein de solutions qui existent. Alors, la première des choses à laquelle on pense, c'est bien évidemment le recyclage. Alors, je vous ai mis ici le graphique sur le recyclage principalement des métaux. Pourquoi ? Parce que les métaux, c'est aujourd'hui ce qu'on recycle le mieux. Donc, c'est un peu la vitrine du recyclage. Sur ce schéma, en orange, vous voyez les taux de recyclage d'un certain nombre d'éléments minéraux inférieurs à 1%. Donc ça veut dire que les cases orangées, il y en a quand même pas mal. Et quand on regarde du côté bleu, c'est là où finalement les taux de recyclage sont supérieurs à 50%. Alors pour l'acier, par exemple, le taux de recyclage, actuellement, il est en fin de vie, c'est-à-dire tous les déchets qui arrivent à un moment donné sur le marché, on arrive à les recycler globalement à 83%. Et pourtant, quand on regarde du côté de la couverture des besoins, c'est un peu bizarre parce que finalement, on arrive à 16%. Alors, qu'est-ce qui se passe in fine pour que, malgré tous les efforts et la performance de cette filière, on ne couvre qu'une petite partie des besoins? Alors, c'est tout simple. Quand vous mettez votre acier sur le marché à T égale 0, votre acier va être immobilisé pendant longtemps dans les infrastructures, dans les bâtiments. Les bâtiments, c'est 30, 40, 50 ans. D'autres infrastructures, c'est plus longtemps encore. On peut imaginer les ponts, etc. Et donc finalement, quand tous ces produits arrivent en fin de vie, c'est souvent 30, 40, 50 ans après. Mais pendant ce temps-là, la demande, elle a sacrément augmenté, hein. C'est ce que je vous montrais d'ailleurs tout à l'heure. Donc ça veut dire que, quelque part, ce qui va arriver, votre gisement de déchets qui va arriver sur le marché, in fine, de toute façon, même si vous le recyclez à 100%, il arrivera à couvrir qu'une petite partie des besoins. Alors, bien sûr, on pense aussi à la substitution, et d'ailleurs c'est un enjeu aujourd'hui, puisque dans le cadre de la politique de lutte contre le changement climatique, on cherche bien évidemment à développer les énergies renouvelables, éolien, solaire, etc., mais également le développement de la biomasse. Alors non seulement pour se substituer à l'énergie d'ailleurs, mais aussi pour les biomatériaux, puisque ça permet aussi de stocker du carbone ex situ, ce qui est tout à fait intéressant à partir du moment où on veut lutter contre le changement climatique. Alors, je vais peut-être détruire 2 mythes, mais voilà.
Le premier mythe, c'est de croire que pour produire de l'énergie renouvelable, on n'a pas besoin de matières non renouvelables. En fait, c'est faux. Et il y a un excellent rapport qui a été publié récemment par le groupe international des experts sur les ressources. Alors, le GIER, qui est un peu l'équivalent du GIEC, mais pour les ressources, qui est un peu moins connu quand même, mais qui donc fait d'excellents travaux. Et ils ont notamment essayé d'évaluer, selon une logique analyse cycle de vie, un certain nombre de filières d'énergie, de production d'électricité, pour être précis. Si pour tous les impacts environnementaux, clairement tout prêche en faveur des énergies renouvelables, il y a néanmoins une catégorie d'impact sur laquelle les besoins vont être accrus. Les besoins sont plus importants pour les filières renouvelables que pour les autres. C'est pour les filières classiques, c'est justement la consommation de ressources, notamment de matières, donc acier, ciment, cuivre, etc. Et là, elles sont gourmandes. Donc, il va falloir, de toute façon, aussi, pour notre transition énergétique, avoir des ressources minérales. Voilà. Il y va de la réussite de la lutte contre le changement climatique. Alors, sur les biomatériaux et sur la biomasse en général, je ne vais pas beaucoup m'appesantir. Mon seul message, ce serait peut-être de dire que, oui, c'est clairement le recyclage aussi, c'est une filière, il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Les biomatériaux, c'est pareil, en particulier quand ils s'inscrivent dans le cadre, effectivement, de la durabilité, ou de la soutenabilité. Il ne faut pas hésiter, mais croire que recycler et substituer par de la biomasse va arriver à réduire de façon conséquente et importante et substantielle nos besoins en ressources minérales, je pense que c'est un mythe. Voilà, donc il faut en être conscient. Alors, finalement, mon message, c'est quoi ? C'est de dire que, de toute façon, on va... parce que n'oublions pas que l'idée, je suis venue ici pour vous parler de l'épuisement physique, et puis finalement, et des contraintes que cela va faire peser sur nos activités. Je vous ai dit que l'épuisement physique n'était finalement pas le problème. Le gros problème, en fait, ça va être quelque part de pouvoir extraire en temps utile ces matériaux, en maîtrisant les impacts environnementaux. C'est un enjeu fondamental et en anticipant suffisamment longtemps à l'amont les besoins. Pourquoi ? Parce que le temps de l'exploration et de l'exploitation est un temps long. Il faut 30, 35, 40 ans à partir du moment où vous avez découvert un gisement et où vous le mettez en exploitation. Or, le temps de l'innovation, c'est pas celui-là. Le temps de l'innovation va vite. On l'a vu sur les téléphones portables, sur toutes les technologies de l'information et de la communication, sur tous les matériaux innovants aussi qu'on met en place. Et donc, s'il n'y a pas d'épuisement physique, aujourd'hui, il y a quand même de sérieuses inquiétudes sur des pénuries qui seraient liées tout simplement au fait que on a mal anticipé l'offre et la demande, et du coup, voilà. Et en particulier, c'est notamment pour l'antimoine, par exemple, on a certaines inquiétudes. Le cuivre aussi, cuivre dont on a aussi beaucoup besoin pour la voiture électrique, pour le développement des énergies renouvelables, etc. Donc, c'est quoi mon message aujourd'hui ? Je dirais que c'est sûr que quand on voit la courbe, il y a un vrai enjeu d'économiser le plus possible toutes les ressources. C'est pas parce qu'une ressource va être renouvelable qu'il faut pas non plus l'économiser. C'est un message vraiment important fondamentalement et il faut optimiser leur utilisation. Ça veut dire qu'il faut travailler effectivement sur l'innovation dans les filières de biomatériaux, qui est un enjeu fondamental aussi pour tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. Mais n'oublions pas non plus qu'il y a beaucoup de marge aussi de progrès possibles sur des matériaux sans doute beaucoup plus traditionnels, comme le béton ou autres, et ne les oublions pas. Ensuite, bien évidemment, il s'agit de recycler, même si on sait que tant que la courbe de la demande va être très très forte, finalement, l'apport que le recyclage pourra faire sera relativement faible, mais il faut y aller, si ce n'est que parce que ça permet quand même de réduire aussi tout ce qui est impact environnementaux. Et puis un sujet dont on parle finalement relativement peu, mais qui est un vrai sujet malgré tout, c'est celui qu'il faut valoriser les ressources nationales, créer de vraies filières, comme on le fait actuellement pour les biomatériaux, mais aussi pour les ressources minérales. Et ça pose d'ailleurs la question aussi de la relance de la mine en France, qui est un sujet éminemment tabou.
mais qui est aujourd'hui une vraie question à partir du moment où se pose la question de l'approvisionnement et de la sécurité d'approvisionnement de nos filières et de nos territoires. Et bien évidemment, je vous l'avais dit tout à l'heure, l'enjeu fondamental, c'est la réduction des impacts environnementaux associés à l'extraction minière, qui est aujourd'hui fondamentalement une source de refus sociétal très forte, pas seulement dans nos pays à nous, mais aussi dans les pays en développement. Par exemple, le Salvador a récemment mis en place une interdiction. Justement parce qu'il y a énormément de refus sociétaux, parce que c'est vrai que la mine a des impacts environnementaux élevés. Voilà. Alors, tout ce sujet, on l'expose de façon un peu plus longue dans un travail qui a été fait par un groupe de travail interministériel. D'ailleurs, dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, dont l'article 69 demande la rédaction d'un plan ressources, l'élaboration d'un plan ressources pour la France, qui va être prochainement publié et qui sera transmis au Parlement dans les semaines à venir, a priori. Je vous remercie pour votre attention et j'espère ne pas avoir été trop longue. Merci beaucoup, Madame Nicot. Vous pouvez vous asseoir, oui, merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on invite des personnes qu'on connaît bien, puisque le CGDD, votre commissariat avait très tôt parlé déjà de l'intégration des biomatériaux dans la construction, avec des objectifs qui étaient affichés dans un précédent rapport, qui date d'il y a quelques années, qui visait 10% de taux d'incorporation. Et puis juste après vous, donc on va passer finalement à l'échelon supérieur qui est la conception des produits du bâtiment. Et là, on va inviter une autre personne qu'on connaît très bien, qui est Daovon Srivabong de Matabase, et qui est également la Green Tech Verte, donc l'incubateur du ministère de l'Environnement avec nous. Daovon, pareil, 15 minutes. Merci beaucoup Florian de m'avoir invité. Donc moi je vais aborder le sujet de manière plus générale sur l'éco-conception au service des produits du bâtiment et par le biais des solutions que Matabase a développées depuis 4 ans. Donc je représente la société qui agit à la diminution de l'impact environnemental du secteur du BTP à travers l'utilisation de 2 ressources, donc, qui sont les 2 filières qui ont été abordées, donc la filière des matériaux biosourcés et également la filière des matériaux issus du recyclage, donc issus de déconstruction ou de démantèlement en vue d'être recyclés, réemployés ou réutilisés. Donc l'origine de Matabase il y a 4 ans, c'est une collaboration avec un ingénieur et surtout beaucoup de questions sur déjà qu'est-ce qu'un écomatériau. Au-delà, là je vais sortir un petit peu des matériaux biosourcés puisque on aborde chez Matabase le secteur non pas que de la construction mais aussi de l'industrie. Donc beaucoup de questions se sont posées à la fin de nos études, et à savoir d'où viennent les matières premières, comment on les fabrique, comment on les met en œuvre, est-ce que les fournisseurs ne nous font pas du greenwashing à nous vendre à tout va des écomatériaux. Enfin bref, voilà. Je passe la slide. Et donc du coup, on s'est dit avec Thomas, l'ingénieur, on va aller faire un sourcing et aller à la rencontre de plein de fournisseurs en Europe. Et on s'est rendu compte d'une richesse, effectivement, des innovations en termes de matériaux, que beaucoup de fournisseurs innovent continuellement pour essayer de répondre à la demande du secteur. Et au final, voilà, on s'est rendu compte qu'on avait amassé énormément de références et d'écomatériaux qui sont pour des applications diverses, qui ont de nature très diverse aussi, qui peuvent être à la fois soit naturelles ou recyclés, soit conventionnels et traditionnels, ou alors très innovants, voire même des innovations de rupture. Et notre profonde conviction avec Thomas, c'était d'essayer de trouver des solutions concrètes en vue de diffuser au plus grand nombre ces solutions, donc ces matériaux. Donc, on s'est dit que la meilleure des solutions pour nous était de construire des matériothèques. Donc, non pas une matériothèque physique telle un showroom dans lequel il faut se déplacer pour consulter les matériaux, mais plus donc une sélection très qualitative des matériaux que nous avons sourcés à travers des boîtes. Voilà, ça se présente comme des mallettes de matériothèque. Et j'en ai ramené une ici. Voilà, je vous montre juste quelques petites secondes comme ça. Donc ça se présente sous 3... Mais je crois que... Non mais ça ira, merci.
Ok, il y a 3 mallettes, donc 3 secteurs d'application principales qui sont celles-ci pour l'aménagement. Il y a aussi l'éco-construction et le design. Mais ce qu'il faut savoir, c'est par exemple, un matériau issu dans la boîte d'éco-construction peut très bien être appliqué à l'aménagement et vice-versa pour le design également. Donc l'objectif, merci Florian, était de fournir un panel très varié, donc de différentes natures de matériaux. Là, encore une fois, il y a à la fois des matériaux pétrosourcés également, en vue d'être recyclés, où les fournisseurs ont fait l'effort d'installer une filière de recyclabilité de leurs produits, des matériaux, un panel varié également pour différentes applications. Donc, il peut y avoir à la fois des matériaux pour du revêtement, pour l'industrie textile, du composite, des matériaux de seconde œuvre aussi, principalement. Et donc voilà, là vous voyez la photo des trois boîtes ouvertes. Et pour la petite anecdote, bien sûr, on ne fait pas que insérer ces mallettes pédagogiques dans des écoles. On a fait en parallèle donc un cycle de formation qu'on a débuté dans des lycées d'art appliqué. Et pour la petite anecdote, donc j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle date déjà d'il y a 2 ans. C'était notre première on va dire, conférence sur ces Matabox, ces matériothèques. Et à la fin de ces 1h30 de petites histoires sur tous les sur tous les matériaux qu'on avait sourcés et des questions-réponses des étudiants, tous les étudiants à la fin se sont rués sur l'inbox et ont pris des échantillons qui ressemblaient à des bouts de bois et se sont dit mais c'est extraordinaire. Enfin, tout ça pour dire que je pense que la mission que j'ai eue envers l'enseignement était un petit peu de rendre les matériaux un peu plus sexy. Et donc ces matériothèques sont présentes dans une 50aine de centres de formation pour professionnels ou étudiants. Donc, deuxième solution, en vue de diffuser librement le savoir sur ces écomatériaux et le sourcing qu'on a effectué, on a créé une base de données. Donc, anciennement, matabase.fr était une base de données open source de ces matériaux. Et là, vous avez donc un screenshot de la base. Mais aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est bien beau d'avoir diffusé librement ces ressources, mais l'enjeu n'est-il pas de rendre accessibles encore plus ces matériaux, à savoir de les acheter, donc d'offrir une solution de marketplace, puisque aujourd'hui, matabase.fr est devenue donc une place de marché où on peut vendre et acheter à la fois les 2 types de matériaux, donc des produits neufs, donc issus de la filière biosourcée, ou des produits d'occasion, issus de déconstruction, de démantèlement, voire même d'invendus de stock inactifs, de surplus de commandes. Voilà. Donc on tente ce pari-là de encore plus rendre accessibles ces matériaux via cette plateforme et aussi à travers une expérience utilisateur qui ressemblerait beaucoup à ce qu'on voit aujourd'hui, type plateforme collaborative, Airbnb et autres, puisque, voilà, on est sur un pari. Beaucoup de partenaires se manifestent également, beaucoup de grands comptes dans la construction créent leur propre plateforme également. Et nous, en tant que start-up, voilà, on s'est dit que le volet marketplace pouvait être un beau défi à relever. Donc la marketplace également. Et troisième volet de Matabase, qui est plus donc un service que nous avons développé. On est à même de faire de la prescription aujourd'hui dans le BTP et plus particulièrement dans l'aménagement. Et là, vous avez une photo, par exemple, d'un chantier qui est la Maison des Canaux, pour lequel nous avons été prescripteurs sur des solutions matériaux. Et ce qui a été intéressant dans ce chantier, c'est qu'on avait à la fois les 2 volets. Donc, on pouvait à la fois choisir soit des matériaux biosourcés ou des matériaux d'occasion. Donc, puisqu'on est là sur, en plus, la maison qui représente l'économie sociale et solidaire de la ville de Paris. On fait également du développement de produits éco-conçus pour différentes entreprises. Donc, pour synthétiser, donc on a une offre marketplace, une offre de conseil et d'expertise en prescription et l'outil Matabox que je vous ai présenté. Donc, qu'est-ce que l'éco-conception, de manière générale, appliquée à des produits pour le BTP ? C'est un peu une
une question difficile à répondre et je préfère ne pas vous donner une définition claire puisque j'estime avoir une expérience qui est plus qui est venue de beaucoup de questionnements. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de définition très officielle sur ce qu'est un écomatériau ou autre, voire même, je pense qu'il y a débat. Il y a même débat avec des acteurs qui agissent dans le même secteur que moi, qu'un écomatériau, ça n'existe pas, tout dépend des applications, et je suis tout à fait d'accord avec eux. Sauf que là, ce que je vais vous présenter, c'est des produits de différents fournisseurs qui sont pour moi emblématiques un petit peu de ce qu'est un écomatériau. Donc j'ai essayé de regrouper un panel un peu varié et vous allez voir que souvent c'est un peu des mots-clés du secteur qui ressurgissent. Voilà, donc pour éviter de vous donner une définition, je vais plutôt vous parler d'exemples. Donc c'est apparu dans les news ce matin et j'attendais depuis sincèrement des années. Voici un bloc de béton fait en miscanthus. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est composé de 60% de broyat de miscanthus et qui vient donc remplacer le granulat habituellement utilisé dans les parpaings. Donc, c'est un biomatériau qui est assez robuste et qui a une durée de vie en moyenne de 20 ans. Et il est stérilisé et non invasive. Donc, la production et la transformation est faite dans le Grand Est en France. Donc on a privilégié là une production locale afin de limiter son bilan carbone avec un circuit court. Walline que j'ai ici en échantillon, qui est donc sous la forme soit d'un panneau ou d'un parement. La société française fait donc ces panneaux de décoration complètement issus de bois recyclés et notamment de bateaux recyclés. Donc ce n'est que du bois issu de bateaux. Donc voilà, il y a toute une envie du fournisseur de donner une seconde vie aux matériaux. Jute Lab. Alors là, on est sur la fusion de deux solutions qui sont à la fois la fibre de jute naturelle et la filière un peu plus pétrosourcée et les plastiques. Donc on est sur un composite. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est une filière qui a été vaguement poussée par l'association Gold of Bengal. Et il y a une démarche vraiment d'analyse de cycle de vie du produit et surtout une adaptation de mise en œuvre aux conditions locales et un transfert de connaissances, donc une sensibilisation faite à la population locale. Et cette association est aussi à l'origine un petit peu des solutions low-tech. Donc c'est plus effectivement une solution application industrielle, mais aujourd'hui il s'avère qu'on peut la prescrire également pour du revêtement en seconde œuvre. Je ne vous parlerai pas de Algo, je passe puisque je me suis rendu compte que l'intervenant était ici présent et vous parlera bien mieux de la peinture Algo. Ensuite, Caniplaque. Donc là, vous n'êtes pas en face d'un matériau, mais plus de poubelle, puisque la société, donc c'est une start-up parisienne qui a pensé vraiment à la prise en compte de toute la chaîne de recyclabilité de produits plastiques, donc en déposant directement des poubelles auprès des espaces, des poubelles de tri dans les espaces pro. Et donc le matériau qu'ils produisent est complètement issu 100% de matières recyclées plastiques et 100% recyclable. Voilà. Et pour finir, vous avez ici des dalles de béton classiques qui sont en fait en vente sur matabase.fr. Et là, c'est pour aborder le sujet plus des matériaux issus de déconstruction, qui est très intéressant sur le fait que est-ce qu'un écomatériau est forcément un matériau manufacturé ? Non. Pourquoi laisser pour compte tous les matériaux qui sont déjà présents sur les chantiers et qui ne demandent qu'à avoir une seconde vie ? Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ce petit exemple. Donc voilà, je vous ai un petit peu rassemblé les mots-clés qui sont apparus et qui, pour moi, englobent un petit peu la définition de ce qu'est un écomatériau, qu'est-ce que l'éco-conception à travers justement l'utilisation de ces matériaux-là.
Et donc pour éviter justement d'être assez convaincu d'une définition ferme de ce qu'est un écomatériau, voilà, je pense que c'est plus des solutions disparates à travers vraiment toute l'Europe. Chaque pays a ses propres aussi filières plus mises en avant. Ou... En tout cas, moi, je suis toujours dans le questionnement et je trouve que dans cette filière qui est très en plein essor et émergente, il faut toujours, je pense, adapter une vision d'expérimentation ou voire d'investigation sur le sujet. Et notamment, je vous invite à aller voir une exposition qui vient de sortir, qui est la première exposition sur l'éco-conception, qui termine donc le 25 octobre à la galerie du Villa, et qui expose une trentaine de solutions éco-innovantes, dont plus orientées mobilier. Donc, c'est 30 designers qui ont planché sur des éco-produits. Et vous verrez notamment la matériothèque et d'autres matériothèques aussi. Pour terminer, je vous invite également, puisqu'on est dans le... j'estime que mon expérience est vraiment faite par les rencontres. Et je vous montre cette photo, et j'espère qu'il ne va pas trop m'en vouloir, mais c'est Bruno Le Fauconnier, qui aujourd'hui est un petit peu mon parrain sur le volet déconstruction, puisqu'il a 20 ans d'expertise dans le milieu. Et Matabase aujourd'hui, effectivement, a ouvert ce chantier depuis 1 an et demi sur la valorisation des déchets du BTP. Et notamment, voilà, on a écrit un article sur Bruno Le Fauconnier qui est visible sur le site matabase.fr. Et voilà, on se rend compte que l'enjeu aujourd'hui, et si j'avais un petit peu une conviction et surtout une envie, c'est d'agir dans l'enseignement. Qu'il y a des nouveaux métiers qui sont en train de naître et qu'il manque peut-être d'expertise comme Bruno Le Fauconnier qui, lui, œuvre aussi dans l'enseignement pour voir émerger des solutions innovantes par la nouvelle génération, puisque c'est finalement eux qui vont potentiellement changer la donne. Et puis, de toute façon, vous êtes, je pense, au courant que la loi de transition énergétique prévoit qu'à horizon 2020, il y ait 70% des déchets du BTP qui soient valorisés et à minima 50 à 60% des matériaux issus de réemploi, de la réutilisation et du recyclage à intégrer dans les chantiers. Donc, merci beaucoup. Merci Daoron. On pourra laisser éventuellement la box en exposition pour que tout le monde puisse la regarder. Pour le troisième intervenant, donc là aussi c'est une personne qu'on connaît bien et un partenaire avec lequel on travaille beaucoup, puisqu'il s'agit du Centre scientifique et technique du bâtiment, et donc Madame Nadège Bansard qui va nous parler de la troisième étape indispensable, après les ressources, après la conception des produits, leur mise sur le marché et les questions réglementaires qui viennent se poser. Voilà, donc merci de m'avoir invité. Effectivement, comme le disait Florian, l'objectif de tous ces matériaux, c'est bien de pouvoir être utilisés. Et pour ceux qui ont peut-être déjà fait l'expérience de vouloir proposer un produit sur le marché, certains sont peut-être heurtés à des acteurs avec un certain scepticisme en disant ben oui, je veux bien, mais pourquoi pas, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à utiliser ce matériau et quels sont les risques et comment je peux justement vous rassurer là-dessus. Donc c'est bien en ce sens que je voulais vous présenter un petit peu un contexte technico-réglementaire qui, à mon sens, a besoin d'être connu pour mieux comprendre ce que les acteurs ont peut-être en tête et vont pouvoir vous demander, parce que dès lors qu'on a en tête cet aspect-là, le dialogue s'instaure de manière beaucoup plus pragmatique et permet surtout d'anticiper ces questions pour mieux se préparer à la mise sur le marché de ces produits. Donc, une première approche, déjà, au niveau franco-français, on est sur une approche traditionnelle, non traditionnelle. La traditionnalité, ce sont les produits que nous connaissons depuis des années, que nous utilisons depuis des années, que l'on sait mettre en œuvre, et cela, quelque part, ne pose pas de souci. Le non traditionnel, c'est ce qui s'oppose au traditionnel. Moi, j'ai plutôt tendance à l'appeler innovant. Le non traditionnel aurait un petit peu un côté un peu péjoratif. Non, on est dans de l'innovant. Et qui dit innovant dit nouvelle utilisation ou nouveaux matériaux, mais en tout cas, possibilité de les utiliser avec des questions et des réponses à y apporter pour justement permettre un déploiement de ces matériaux. Cependant, il y a toujours
un aspect incontournable, à savoir la réglementation et ces aspects-là, que le produit soit biosourcé, traditionnel, non traditionnel, quoi qu'il en soit, on est toujours sur une approche réglementaire à la côté de laquelle on ne peut pas passer. Et sur ces aspects réglementaires, il y a deux aspects. Il y a le marquage CE, on est sur le marché européen, donc dès lors que vous voulez mettre un produit sur le marché européen, cet aspect de marquage CE est parfois obligatoire, dès lors qu'un produit est suivi par une norme européenne harmonisée. Alors aujourd'hui, dans le biosourcé, il n'y en a pas encore. Pour autant, il y a une norme en cours de rédaction qui est sur les fibres végétales et animales, qui n'est pas encore sortie, qui va l'être, et qui ne sera pas encore tout de suite harmonisée, parce que derrière le terme harmonisation, il y a le terme marquage CE obligatoire. On n'en est pas là, mais sachez qu'il y a quand même un travail en cours et on y va. Ensuite, il y a le marquage CE lorsque le fabricant, enfin celui qui met le produit sur le marché, a fait le choix de demander une évaluation technique européenne. L'évaluation technique européenne est une démarche volontaire, mais une fois que la personne a fait cette démarche, le marquage CE devient obligatoire. Alors pour votre information, il existe 2 documents d'évaluation européenne qui permettent, alors sur les fibres végétales et minérales, qui permettent de pouvoir demander une évaluation technique européenne. Démarche volontaire, mais en tout cas, sachez qu'il y a 2 textes qui existent et qui le permettent. Une en vrac, pour les produits en vrac, et une autre pour les produits en panneau ou en rouleau. Les aspects réglementaires ensuite, l'incendie. Alors j'insisterai d'autant plus sur les aspects de sécurité sanitaire, etc., où on a vraiment besoin de rassurer les gens. Donc l'incendie, la qualité de l'air, les aspects de santé, etc., sont vraiment au cœur des craintes du moment. Donc sur ces aspects réglementaires, de toute façon c'est incontournable, il faut vraiment anticiper les questions. Tout le reste, on va être sur du domaine du volontaire. Donc le domaine du volontaire dit, si vous souhaitez valoriser un produit, il y a des prestations qui vont vous permettre de le faire. Alors certains vont peut-être trouver un peu étonnant qu'on parle d'avis technique volontaire, parce qu'il y a parfois cette confusion du genre qui dit que l'avis technique est obligatoire. Alors pourquoi il est obligatoire ? C'est pas l'avis technique qui est obligatoire. En fait, c'est le marché qui l'amène à le rendre quasi, enfin en tout cas avoir un sentiment d'obligation. Parce que côté réglementaire, le code de la construction demande en particulier, beaucoup d'acteurs sont assujettis à la garantie dite décennale sur le marché français, mais la maîtrise d'ouvrage et l'entreprise de mise en œuvre de ces produits, eux sont assujettis soit à la dommage ouvrage, soit à la responsabilité décennale. De ce fait, ils vont devoir aller trouver un assureur. Et cet assureur va lui devoir apprécier les risques qu'il prend à couvrir l'utilisation de ce produit. Et c'est à ce moment-là que cet assureur, n'étant pas spécialiste, tout domaine confondu, va lui demander des éléments qui vont le rassurer. La prestation d'avis technique, la prestation d'appréciation technique expérimentation sont des documents qui vont le rassurer. Et un assureur rassuré, c'est quelqu'un qui va être porteur de ces nouvelles technologies sur le marché. Voilà, donc c'est un petit peu un effet boule de neige qui peut donner cette impression de prestation obligatoire. Mais la mise en place, enfin la mise sur le marché de produits, dès lors que la réglementation est satisfaite, ne requiert pas nécessairement l'avis technique et peut être aussi un bon moyen d'apprécier les premières faisabilités de chantier pour pouvoir ensuite se diriger vers de telles démarches. Un petit schéma, là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était juste pour vous faire le lien entre la partie en haut, vous allez trouver les aspects vocabulaire bâtiment, le domaine du traditionnel et du non traditionnel dont je viens de vous parler. Et en bas, vous avez le vocabulaire de l'assureur. Sur la partie basse, technique courante, on va y retrouver tous les aspects traditionnels. Pour un assureur, c'est quelque chose où il a toutes les clés, où les risques pour lui sont déjà appréciés, alors soit par des textes génériques, soit par des avis techniques ou des appréciations techniques qui ont donné lieu à des avis favorables. Et là, on est en technique courante, c'est-à-dire que l'entreprise de mise en œuvre qui est déjà assurée, par exemple, pour mettre en place de tels produits, il ne lui sera rien demandé de plus. À l'opposé, en technique non courante, il faudrait, ce n'est pas un fait, mais il faudrait que l'entreprise de mise en œuvre, pour un chantier, l'utilisation sur un chantier d'un tel matériau, qui rentrerait dans cette technique non courante, aille voir son assureur et voit en tête à tête avec lui la nécessité éventuellement de voir une surprime ou pour prendre en compte les risques à l'utilisation d'un tel produit. Donc c'est un schéma que vous retrouvez sur le site de l'Agence Qualité Construction, qui est quand même assez fort pour comprendre la gymnastique d'esprit entre le domaine du bâtiment et l'assureur et comprendre pourquoi il y a une telle demande d'évaluation. Sur le schéma précédent, parmi la traditionnalité, on cite des matériaux qui seraient
sous règles dites professionnelles acceptées par les assureurs, c'est-à-dire reconnues par les assureurs comme étant solides, avec de l'expérience qui permet d'y aller avec beaucoup de... en un temps rassuré. Donc là, dans le domaine des biosourcés, j'avais pu noter qu'il y a les règles professionnelles paille, les bétons de chanvre, et puis bon, après, je ne sais pas, la terre, je ne suis pas sûre qu'on met bon. En tout cas, les enduits posés sur la pierre, sur la terre, on a quand même beaucoup de demandes aujourd'hui avec des matériaux comportant de la terre. Et puis, il y a un projet de DTU sur la mise en œuvre de ouate de cellulose et de laine minérale en vrac qui est en cours de rédaction. Donc pareil, le traditionnel, en termes de mise en œuvre, les textes DTU permettent de rentrer dans les cases habituelles. Lorsque l'on sort justement de cette traditionnalité, cette diapositive avait pour moi vocation à expliquer les clés justement d'une bonne anticipation pour promouvoir un nouveau produit sur le marché. On est sur le dernier cadre, on est sur vraiment ce qu'on a appelé l'évaluation, c'est-à-dire qu'il y a un groupe d'experts à qui va être proposé le procédé et qui va donner un avis quant à la faisabilité, la satisfaction à la réglementation, l'aptitude à l'usage. Mais ça, c'est vraiment l'ultime étape. Et plus vite vous entrerez dans la partie 1, à savoir une étude préalable qui va permettre d'identifier le domaine d'emploi, donc à quoi est destiné le produit, les éléments qu'il va falloir réunir dans un dossier pour pouvoir aller présenter tout cela devant un groupe d'experts, plus tôt vous le ferez, plus tôt vous pourrez faire les travaux de R&D éventuellement nécessaires et les essais dans le cadre de cette R&D qui vous évitera de tout recommencer au moment de la deuxième étape, qui est de constituer un dossier destiné à être présenté à ce groupe d'experts. Le point sur lequel j'insisterai beaucoup, ça va être l'approche produit-emploi. Un produit n'est jamais bon ou mauvais en soi. Tout produit peut être bon, dès lors qu'on lui destine à un bon usage. Si vous prenez une échelle à 2 barreaux, elle ne vous permettra pas de monter au premier étage d'un immeuble si vous voulez rentrer par la façade. 2 barreaux, vous pourrez certainement rentrer au premier étage. Dans un cas, elle est apte, dans l'autre, elle n'est pas apte à l'usage. Donc on est bien sur une approche produit-emploi, donc bien définir ce domaine d'emploi, et c'est bien là-dessus que va être examinée la faisabilité, la durabilité du procédé. Ensuite, tout ce que je viens de dire, c'est vrai qu'on est sur une journée thématique aujourd'hui biosourcée, c'est quelque chose qui s'applique à tout produit. Ce n'est pas quelque chose qui est propre au biosourcé. Donc cette approche domaine d'emploi avec des ouvrages spécifiques s'applique. Après, sur des matériaux, en fonction de la nature des matériaux, ce sont les essais, on peut penser les essais de durabilité qui peuvent être, par exemple, qui peuvent varier. Sur une façade, vous avez des fenêtres. Alors, imaginons une fenêtre, alors pas très biosourcée, bon, en PVC, on va le faire. La maison traditionnelle. Ensuite, un enduit. On ne fait pas les mêmes tests sur un enduit que sur la fenêtre. Et pourtant, cette fenêtre et cet enduit vont être exposés exactement aux mêmes conditions climatiques. Donc, à chaque nature de matériau, des essais adaptés pour que, dans un temps restreint, on puisse évaluer la durabilité notamment. Donc, sur des matériaux biosourcés, on va trouver des choses qu'on ne va pas trouver habituellement. On va retrouver la partie moisissure, tout ce qui est développement potentiel de matériaux de moisissure ou de bio, donc qui sont parfois contrecarrés par des biocides. Donc, voir si ces biocides jouent bien leur rôle quand c'est nécessaire. En tout cas, tous ces aspects de durabilité. Très rapidement, parce que je ne voudrais pas non plus faire exploser le compteur, il existe déjà des choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient proposer à l'évaluation des produits à base de fibres végétales ou fibres animales a déjà à sa disposition des guides qui permettent d'élaborer un dossier en vue d'une présentation devant un groupe d'experts. Donc là, il y a le guide technique spécialisé. Et en lien avec des avis techniques qui sont délivrés sur de tels produits, il y a des cahiers de prescription technique. Alors, ces cahiers de prescription technique, ce ne sont pas des documents autoporteurs. Ils font corps avec l'avis technique. C'est l'avis technique qui y renvoie. Pour autant, dans des familles d'avis techniques, si vous proposez un produit qui rentre dans ce cadre-là, ce sont des textes qui peuvent déjà vous donner une idée de ce qui est classiquement fait. Donc, dès lors que vous vous en écartez pas, je dirais que les preuves sont relativement connues en termes de ce qui doit être apporté.
Si on s'en écarte, du coup, ça va permettre de focaliser son énergie justement sur cette nouveauté et ce qu'il y a lieu de compléter pour aller convaincre les acteurs, parce que c'est vraiment ça la conviction des acteurs à mettre en œuvre. Il existe aussi des certifications. Donc une certification au sens français du terme, c'est une prestation qui consiste à faire des essais au temps T égale 0, en refaire chaque année avec des visites d'usine et qui permet sur un marché d'afficher une constance de qualité du produit. Donc dans le domaine des biosourcés, il y a déjà des référentiels de certification qui existent, donc sur des produits manufacturés à base de fibres végétales ou animales, sur des manufacturés en liège, du manufacturé en fibres de bois. Et il y a un référentiel dit tremplin. Alors comme son nom l'indique, c'est un tremplin vers la certification pour laquelle un référentiel serait complètement dédié. Et là, ce référentiel tremplin, c'est une sorte de certification simplifiée pour permettre justement le passage à la certification plus classique. Et par exemple, le référentiel tremplin vise aujourd'hui d'ores et déjà des bétons de chanvre, des fibres de bois en vrac et tout nouveau matériau qui arriverait avec un souhait de certification, le référentiel tremplin le permettrait. Aussi, une idée que je souhaiterais aussi effacer, si c'est une idée que vous aviez en tête, il y a souvent un message qui circule que les avis techniques sont accessibles qu'aux grands groupes. Alors détrompez-vous, au niveau des matériaux biosourcés, on a des titulaires d'avis techniques qui sont seuls, 2, et qui ont réussi à passer l'avis technique. Donc c'est pas quelque chose d'insurmontable comme ça peut être parfois dit au niveau français. Donc il y a un travail d'accompagnement qui peut être fait tant au CSTB que par ses partenaires. Donc, je vous ai mis ici le réseau des partenaires, donc le service Ariane que je représente aujourd'hui pour la partie CSTB, mais le réseau national d'accompagnement, donc Caribati fait partie, qui sont des acteurs en région que vous pouvez aller démarcher au plus tôt, je dirais, pour reprendre l'idée de tout à l'heure, au plus tôt de votre projet, pour permettre justement de connaître ce contexte technico-réglementaire qui viendrait potentiellement, pourrait contrecarrer des plans si vous ne les anticipez pas suffisamment. Donc ces gens sont à votre disposition et nous travaillons en étroite collaboration de toute façon avec eux pour que tous ces nouveaux produits voient le jour et puis puissent permettre justement l'utilisation de ces matières émanant des champs ou en tout cas de notre terre, avec toutes ces ressources qui risquent d'être épuisables un jour. Donc autant utiliser autant que possible celles qui sont à disposition aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, et merci à toutes les trois. Et puis on va passer tout de suite à la deuxième partie de cette conférence, avant de faire la pause, donc qui va être beaucoup plus brève, puisqu'il s'agit ici de vous présenter quelques innovations de fabricants. Et je vais commencer par appeler Olivier Barré de BTK Matériaux, donc, qui va nous présenter une solution à base d'argile et de fibres biosourcées, si je ne me trompe pas. C'est bien ça ? C'est le bouton vert. Bonjour. Alors en effet, je vais vous présenter un petit peu ce que l'on fait. Nous, on est spécialisé dans tout ce qui est matériaux composites à matrice minérale. Donc on parlait tout à l'heure des bétons et ainsi de suite. En effet, c'est des problématiques énergétiques qui sont assez intéressantes. Donc en fait, nous sommes spécialisés sur la formulation, donc la caractérisation, le prototypage et l'ingénierie et le transfert des matériaux composites à base argileuse et également liant hydraulique. Donc on a 10 années d'expérience sur ce secteur-là, dans les connaissances aussi bien des fibres minérales que des fibres végétales, animales, naturelles ou non nécessairement, et des matériaux donc non frités, non cuits. Donc c'est une petite spécificité puisque nécessairement on se positionne sur des gains énergétiques en termes de production, enfin de placement de produits. Donc on a 2 axes au sein de la structure. Le premier, on vit des prestations en B2B, voilà, sur en effet nos compétences de formulation, de caractérisation, de prototypage. Et également on a une partie en effet recherche et développement où on axe nos recherches en effet sur la consolidation de ces matériaux crus. Donc voilà, le profil de nos clients traditionnellement en B2B, ce sont des industriels des secteurs de ciment, béton, des secteurs de la terre crue également, notamment sur des optimisations de formules pour des gains d'usage par rapport à leurs produits. Et également, donc,
on va chercher chez les industriels des secteurs où il y a beaucoup de coproduction, eh bien on va dire la masse non valorisée chez eux, de telle façon à pouvoir regarder ce que ça va apporter dans la consolidation ou des usages des produits non frités, non cuits. Donc c'est assez vaste. Je vous montrerai tout à l'heure un matériau sur lequel on a travaillé, pour lequel donc on a amené un produit, on a transféré un produit pour une commercialisation, où là en fait nous sommes allés chercher les coproductions des carrières, des gisements pour les tuiliers, et qu'ils ne valorisaient pas dans l'insertion dans leur argile pour la production de briques et de tuiles. Donc tout ce qui était laissé à côté, on a regardé comment est-ce qu'on pouvait l'intégrer de telle façon à justement avoir des gains également avec ces choses-là, et également auprès des papetiers sur le recyclage des fibres ou des bouts liés à leur cycle de production. Voilà, on a travaillé également sur pas mal de filières qui sont présentes là. Alors, voilà, c'est l'axe que je voulais vous présenter, puisqu'on a pour objectif de maintenir notre leadership sur le secteur donc des matériaux composites minéraux non cuits. Nous faisons partie du pôle européen de la céramique. Nous sommes adossés à des laboratoires publics, notamment le SPCTS à Limoges, CNRS. Et donc c'est en partenariat avec ces laboratoires-là, avec également le GEMH d'Égletons, sur tout ce qui est en fait BTP, que l'on travaille pour amener des produits qui soient conformes aux besoins des industriels sur le secteur. Donc nous avons actuellement 3 projets qui sont à des phases de maturation qui sont plus ou moins aboutis. Donc je vais vous en faire part au fur et à mesure. Donc le tout premier projet donc, qui est en cours chez nous, c'est le projet marin. Alors pour faire vite, le projet marin, le laboratoire avec lequel nous sommes associés a mis au point en fait ce que la nature met des millions d'années à réaliser, à savoir le cycle de grésification, c'est-à-dire en fait la consolidation, la pierre de grès. Donc ils ont regardé comment dans la nature ça s'opérait, et donc on est sur l'appropriation d'un géomimétisme par le biais en fait de ce projet-là. Donc pour faire simple, la grésification s'opère notamment par infiltration des résidus de l'humus, des eaux de ruissellement sur un agrégat argileux et également pierreux. Voilà, donc, et au fur et à mesure, sous la pression, s'opère en fait la pierre. Donc ce qui prenait des millions d'années, les chercheurs du laboratoire ont réussi à le faire en 7 jours. Donc actuellement, nous sommes en train d'évaluer ce nouveau matériau, essayer d'augmenter en fait ses propriétés. Actuellement, nous en sommes à faire des briques prototypes qui ont des tenues mécaniques de 15 MPa, chose qui est assez intéressante puisque on est sur des valeurs qui sont identiques à des briques cuites en compression. Voilà, donc on travaille sur un biopolymère issu justement de la filière coproduction de la filière bois pour consolider en fait ce matériau argileux. Donc nous sommes labellisés par le pôle européen de la céramique et donc on a le soutien du FEDER et de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc le projet précédent, excusez-moi, normalement devrait être en phase de transfert vers l'industrie au courant 2019. Le projet Pargil, alors celui-ci est beaucoup plus abouti puisque nous en sommes maintenant en phase de négociation avec un industriel pour qu'il incorpore en fait cette production-là. Donc nous nous appuyons sur un matériau qui a été également construit avec du recyclage de fibres de boue papetière en partie, et également toujours de la valorisation de coproduction d'extraction liée à l'industrie briquetière et tuilière. Donc par rapport à ce matériau-là, on a de très très bonnes tenues, de bons résultats en régulation thermo-hygrométrique pour l'habitat. Donc typiquement, on en discutait avec l'industriel, ça l'intéressait en effet. Sur la première photo, vous voyez qu'on avait commencé à faire un mur type seconde œuvre pour pouvoir mettre en place en fait ces parements-là. Et quand on a commencé un petit peu à regarder
la réglementation, on s'est dit qu'il fallait peut-être, au regard des objectifs d'entrée sur le marché, essayer de contourner un petit peu la chose. Et donc nous avons travaillé beaucoup plus sur du parement décoratif fonctionnalisé, de telle façon à pouvoir rapidement amener les caractéristiques des argiles pour le particulier ou également dans les constructions d'établissements publics. Et donc nous avons travaillé à ce que n'importe qui puisse, chez lui, mettre, au regard de la régulation qu'il souhaite mettre aussi bien en inertie qu'en hygrométrique, pouvoir le mettre, l'installer comme on installe un meuble Ikea. Donc on a travaillé jusqu'à l'aboutissement de ce produit-là, de telle façon à ce que l'industriel qui va prendre maintenant en charge ce projet-là, voilà, n'ait plus qu'à mettre en place, certes, le cycle d'industrialisation, mais il a déjà tous les éléments marketing marché pour pouvoir positionner ce produit. Donc pour nous, là, c'est normalement un produit qui devrait sortir courant de 2019. Et enfin, notre dernier projet que nous sommes en train de constituer, c'est en effet de réaliser, c'est en cours, voilà, beaucoup d'industriels se positionnent là-dessus. Il y a beaucoup de solutions qui sont trouvées, notamment en termes de procédés. On utilise beaucoup le béton donc pour réaliser ces maisons en 3D. La Chine est en avance là-dessus. Par contre, au vu de la structuration de la filière terre, il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent sur justement un matériau de telle façon à ce qu'il consolide très rapidement pour qu'il puisse avoir des applications sur une technologie additive. Donc nous avons déjà dégrossi un matériau en interne de telle façon à pouvoir aller sur ces projets-là, soit en termes constructifs ou alors de banchage de telle façon à pouvoir couler après un élément béton au milieu. Donc nous sommes en train d'évaluer les partenaires et notamment nous sommes à la recherche d'un partenaire du BTP pour nous accompagner sur ce projet-là. Pour finir, donc, le produit que nous avons déjà transféré, alors c'est une niche vraiment spécifique, puisqu'en fait nous avons réalisé un matériau pour faire des conditionnements pour le stockage et le transport d'objets d'art, d'objets patrimoniaux en direction des musées, des bibliothèques et des archives. Donc à votre gauche, vous avez une première CRM box qui a été développée plutôt pour les objets patrimoniaux et une seconde sur votre droite pour en fait le conditionnement des bobines de film en nitrate de cellulose, sachant que le nitrate de cellulose dans le temps se dégrade et donc peut apporter des incendies dans les zones de stockage. Donc typiquement ce matériau, nous l'avons composé au regard de deux cahiers des charges qui étaient assez antagonistes. Donc un premier qui était lié au risque d'incendie, d'inondation, dégâts des eaux, rongeurs, moisissures et tout ce qui s'ensuit, et un autre cahier des charges au regard en fait de la réglementation et des normes de la conservation du patrimoine qui sont très très drastiques, puisqu'il fallait un matériau qui soit suffisamment perspirant de telle façon à ne pas générer d'effet de confinement à l'intérieur, qui puisse absorber la surplus d'humidité que l'élément patrimonial peut apporter, et également qui tienne 2 heures au feu sans qu'il y ait d'incidence en fait sur l'objet, et également qui tienne lors d'une inondation plus de, je crois que c'était 24 heures. Donc nous avons développé ce produit-là, ce matériau-là notamment, en allant chercher des fibres un peu exotiques, puisque nous avons été obligés de tester beaucoup de fibres végétales existantes pour arriver à respecter le cahier des charges, notamment avoir un matériau cru qui tienne en flexion 3 points, puisqu'avec ce matériau-là, en fait, on est sur une compression 3 points qui dépasse les 7 MPa, chose qui est assez importante. Et donc nous avons pu avoir ces spécificités, notamment avec la fibre de kapok. Donc c'est curieux, mais voilà. On a essayé toutes les fibres de chanvre, de lin et ainsi de suite. C'est qu'avec le kapok, on avait ce type de caractéristiques-là. Voilà, j'espère que j'ai fait suffisamment vite pour vous présenter en fait le panel assez large de ce qu'on peut faire sur la valorisation en effet des minéraux avec des fibres végétales ou non ou animales. Merci beaucoup. Alors ici, c'est des formats un petit peu plus courts qui vous laissent peut-être sur votre faim, mais toutes ces personnes seront aussi disponibles au moment des pauses qui vont intervenir juste après et vous pourrez à nouveau rééchanger avec eux. Alors, donc tout de suite, là, on a vu finalement des innovations qui concernaient à la fois la structure et qui pouvaient aller
jusque finalement aux secondes œuvres et même à des applications très spécialisées. Là, on va voir encore une fois une technologie de seconde œuvre avec Technoglass Insulation et Victor Arnaud. Technoform Glass Insulation, je me suis trompé. Merci. Donc bonjour mesdames et messieurs, Victor Arnaud. Je vais venir vous présenter très rapidement en 7 minutes 19 slides, donc accrochez-vous. On est un groupe d'origine allemande et spécialisé en fait dans l'extrusion de polymères. On est basé à Lyon et en fait je vais vous présenter plus concrètement ce qu'on fait. C'est le bouton vert, hein, c'est ça? Oui. Okay. Donc l'entreprise, juste pour vous situer un petit peu la dimension, est de dimension internationale, voilà, avec 250 employés donc pour la filiale Technoform Glass Insulation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, vous avez devant les yeux le style de produit qu'on fait, donc c'est pas très parlant. Là, c'est peut-être plus parlant. Donc un cadre de menuiserie. Donc notre division Technoform Glass Insulation à laquelle j'appartiens fabrique les espaceurs dans les vitrages isolants, donc c'est la pièce que vous avez plutôt en partie haute. Et notre autre filiale Technoform Botech réalise les barrettes à rupture de pont thermique dans les menuiseries aluminium. Donc je travaille pour la société Glass Insulation et en fait je suis responsable produit et chef de projet sur le développement d'un espaceur biosourcé. Voilà ce que c'est un espaceur, et en l'occurrence un espaceur Warm Edge, le produit qu'on fabrique. Vous voyez ici l'espaceur avec de chaque côté en fait une barrière d'étanchéité qui s'appelle du butyl, qui permet de conserver le gaz à l'intérieur du vitrage, donc argon ou krypton. L'espaceur, lui, sa cavité va être remplie de déshydratants, et au dos, en fait, on va venir appliquer un scellement secondaire qui va venir fournir la résistance mécanique du vitrage isolant. Voilà, une fois rempli de tamis moléculaires ou de déshydratants, ce que ça donne. Donc la particularité de notre profilé, le profilé breveté, c'est une barrière d'étanchéité de 0,09 mm en acier inoxydable, qui est enduite en fait par coextrusion d'un polymère de haute qualité et de très faible conductivité thermique. Et ensuite, à la manière d'un béton armé, renforcé par 2 tiges métalliques que vous voyez, les 2 petits points en haut. Voilà. Donc on parle de Warm Edge. Alors qu'est-ce que c'est le Warm Edge? Concrètement, vous savez que l'énergie thermique se déplace toujours du chaud vers le froid. Donc on a 3 phénomènes présents dans un vitrage isolant: la conduction, la convection et le rayonnement. Principalement, c'est la conduction qui est la plus présente. Donc voilà ce qui se passe avec un intercalaire aluminium. On voit clairement des points froids en fait en périphérie du vitrage, là où l'intercalaire aluminium traditionnel est posé. Avec du Warm Edge, on va pouvoir limiter la déperdition d'énergie. Le terme Warm Edge est défini par une norme. Je vous passe le détail de la formule, mais c'est la valeur en fait qu'on va obtenir en faisant la somme du produit des épaisseurs et des conductivités thermiques de chaque matériau. Donc par exemple, notre produit est largement considéré comme un Warm Edge. Un espaceur en inox serait limite Warm Edge, un espaceur en aluminium ne l'est pas du tout. Et pourquoi? Parce que quand on compare différentes conductivités thermiques, on voit que le verre se situe à 1,16 en termes de conductivité thermique, donc c'est la quantité d'énergie diffusée par mètre et sur une différence de 1 Kelvin. Pardon si j'ai perdu les gens. Vous voyez quasiment au sommet, l'aluminium est un matériau très très conducteur. En fait, pendant 30 ans, les transformateurs de verre ont utilisé l'aluminium comme espaceur. Et malheureusement, c'est un matériau très conducteur. On vient recréer un pont thermique en fait, entre les 2 panneaux de verre qui étaient eux plutôt isolants. Voilà donc au-delà des chiffres et de la physique, ce qui peut se passer quand on a un espaceur aluminium. Ici, on a un pont thermique qu'on voit clairement. En fait, on a une zone plus froide en périphérie de vitrage où l'humidité va venir se déposer. À terme, ça peut générer des moisissures, donc aussi un problème hygiénique. Dans les vitrages isolants, on a d'autres phénomènes également. Je passe très rapidement là-dessus, vous inquiétez pas, on va arriver sur le biosourcé.
c'est l'expansion ou la contraction. Donc en anglais, le pumping effect, c'est tout simplement la dilatation du gaz qui est à l'intérieur ou alors la compression en fonction des variations de température. Tout ça pour vous dire qu'un vitrage isolant est soumis à à différentes contraintes. Et voilà ce qui se passe malheureusement quand on a utilisé des matériaux de mauvaise qualité. Au fur et à mesure du temps, en fait, l'humidité va venir à l'intérieur de la cavité, qui était censée être scellée, et va venir se déposer sur la paroi sous la forme de condensation, qui va régénérer aussi des moisissures. Donc, notamment si vous allez à l'aéroport de Lyon, vous pouvez constater, ils ont fait une galerie, tous les vitrages sont impactés. Voilà. Donc, merci l'Europe et merci aussi le CSTB. Tout un tas de normes ont été développées pour encadrer la fabrication et l'industrialisation de ces produits. Les normes basiques qui nous permettent en fait d'appliquer ou qui permettent à nos clients d'appliquer le marquage CE, et ensuite un document technique d'application pour pouvoir ensuite appliquer sur les vitrages isolants la certification volontaire CECAL, qui permet de bénéficier d'une garantie décennale ensuite pour le particulier. Donc notre produit fonctionnait plutôt bien. On a aujourd'hui une part de marché d'environ 76% en France. On est leader mondial. Vous faites le petit calcul, ça fait un vitrage tous les 2,3 qui est fabriqué avec notre produit. Donc comme l'expliquait Madame Blanchard, c'est notamment dû à deux choses. On a transféré une technologie innovante dans un processus traditionnel, donc avec un profilé qui permet d'être fabriqué, mis en forme sur des équipements tout à fait traditionnels, mais avec les performances d'une technologie tout à fait novatrice. Et on a décidé, donc c'était d'abord une innovation de rupture, on a décidé de faire une innovation incrémentale de ce produit-là, en intégrant en fait, en substituant la partie plastique de notre profilé avec un polymère d'origine végétale, donc biosourcé. Vous l'avez tout à fait bien signalé tout à l'heure, des problématiques pour un industriel comme nous. Il faut savoir que la durée de vie moyenne d'une fenêtre, c'est 30 ans. Notre produit doit pouvoir résister, donc, comme je vous disais tout à l'heure, à des sollicitations importantes. Également une exposition UV très importante. Et également une tenue des couleurs, pour pas que justement, sous l'effet des UV, on ait des transformations de matériaux, des fissures, des changements de couleurs. Donc cet espaceur biosourcé, il est disponible aujourd'hui. On a commencé de manière marginale à le commercialiser. Et en fait, on s'est rendu compte que sans DTA et sans analyse de cycle de vie, on n'était pas convaincant pour les prescripteurs. Donc on a engagé tout d'abord la démarche d'analyse de cycle de vie avec le laboratoire des performances environnementales du CSTB. Et on attend les résultats donc en février 2018 de l'ACV pour pouvoir réellement démontrer de manière objective que le produit est plus vert que le produit standard, éviter le greenwashing. Et dès lors qu'on aura ces résultats, on passera à l'étape formalisation du DTA. Donc tous les essais sont en cours, on attend simplement les résultats et ensuite la formalisation pour avoir le DTA. Ce produit, donc j'ai mis les labels en dessous, c'est toujours un petit peu ambigu. Le label E+C- notamment, c'est assez nouveau. On essaye d'expliquer en fait aux prescripteurs que en substituant un espaceur traditionnel par cet espaceur Warm Edge, c'est 2000 tonnes de plastique chaque année qui peuvent être remplacées par un plastique biosourcé, uniquement à notre échelle, nous, de fabricants industriels. Si vous imaginez les bâtiments avec la RT 2020, c'est des surfaces vitrées toujours plus grandes, donc en fait encore plus de place pour ce genre de produit. Dans les démarches, dans les autres certifications des bâtiments, LEED, BREEAM, DGNB, etc., on a des matrices dans lesquelles on vient concrètement noter et notamment évaluer la présence de matériaux biosourcés dans le bâtiment. Donc on va aussi jouer sur ce facteur-là. Donc pour l'instant, on n'a fait que des essais internes, des simulations internes, et on arrive en fait à une réduction de l'empreinte CO2 de 62%. Bien que la majeure partie des matériaux biosourcés d'origine végétale viennent d'Amérique du Sud, donc on n'est pas gagnant sur l'aspect transport.
Les plantes, lors de leur croissance, en fait, vont venir capter du CO2. Et quand on va le transformer pour réaliser un plastique, en fait, on va venir complètement emprisonner ce CO2. Et c'est là où, en fait, on va vraiment avoir une composante positive. Ça, je ne l'ai pas noté, mais c'est important aussi. Le polymère biosourcé qu'on utilise, il s'extrude à une température nettement inférieure au polymère habituel. Donc on peut aussi faire des économies sur la consommation d'énergie au niveau de l'usine. Et ensuite, donc, sur la demande en énergie fossile, évidemment, on est gagnant aussi. Donc voilà la gamme de produits, ça c'est uniquement pour les architectes, vous présenter une multitude de couleurs possibles. C'est pas parce qu'on utilise un polymère biosourcé qu'on est limité dans la personnalisation ou le style, et différentes dimensions également. Aujourd'hui, en tant que prescripteur, les éléments importants qui peuvent vous permettre en fait d'obtenir des produits de qualité dans les bâtiments réalisés, c'est notamment de mentionner les normes européennes, d'exiger un document technique d'application et puis une certification SECAL sur les vitrages isolants, qui est une certification volontaire. Sur chaque vitrage isolant, vous pouvez regarder chez Leroy Merlin ou dans n'importe quel magasin de grande distribution, vous avez sur les espaceurs le numéro SECAL, qui est vraiment un numéro de traçabilité. On peut retrouver le fabricant qui est audité 2 fois par an. Et l'auditeur va vérifier qu'il utilise bien des matériaux biosourcés, que son stock est en cohérence avec ses chiffres de vente. Voilà. Bon, je vous présente quelques références rapidement. Le bâtiment le plus important, en fait, c'est le TEMI, qui a été réalisé par Corinne Vézoni et ses associés, qui a été un des 7 premiers bâtiments en fait, à être certifié E+, C- en France, et qui a utilisé nos produits. Voilà, je vous remercie. Si vous avez la moindre question, on verra après, comme vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Ouais, donc on arrive finalement à mettre des produits biosourcés jusque dans les moindres recoins des bâtiments maintenant, et ça en est une belle preuve. Et puis donc pour le dernière présentation de fabricant, je vais appeler cette fois-ci Lionel Bouillon de Algo, qui va cette fois-ci nous parler de peinture. Toujours en 7 minutes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je vais déjà commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Lionel Bouillon, je suis le fondateur de la jeune entreprise innovante qui est la société Algo Paint. Et on a mis au point aujourd'hui la première peinture écologique à base d'algues. Donc, rapidement, je vais vous présenter un petit peu où est né le projet, d'où on est parti, où on est rendu et où on souhaite aller à travers notre développement. Rapidement, donc, le produit a été récompensé au cours des dernières années, des derniers mois. Donc, tout est parti en 2008 où j'ai eu l'idée de faire autre chose donc, dans le monde de la peinture. Donc, je reviendrai sur les prix après, parce que comme avec 7 minutes. Historiquement, donc, nous, on est fabricant de peinture depuis 50 ans, entreprise familiale. Notre volonté à travers le projet Algo était véritablement de nous différencier par rapport au monde dans lequel on évolue, qui est un monde aujourd'hui mondialisé, puisque en 1970, quand l'entreprise a été créée par mon beau-père, avant que je la reprenne dans les années 2000, en France, il y avait 350 fabricants de peinture et aujourd'hui, il en reste 70. Il y a une forte concentration du marché, des acteurs, puisqu'aujourd'hui, 4 grands groupes internationaux maîtrisent, entre guillemets, la fabrication et la distribution de leurs produits. Donc nous, notre volonté était de dire, faisons autre chose et essayons d'être innovants sur un marché plus en restructuration qu'en réelle innovation. Donc vraiment, Algo est un projet collaboratif puisqu'il a été développé en partenariat avec l'école de chimie de Rennes, le CEVA, le Centre d'études et valorisation des algues à Pleubian, et également le pôle Mer Bretagne qui vient de nous rejoindre dans la start-up Algo Paint. Comme je vous le disais, aujourd'hui, le marché de la peinture est un marché maîtrisé principalement par 4 grands groupes internationaux qui vous diront peut-être pas grand-chose, mais les marques, vous les connaissez, Seigneurie, Guittet, Tollens, toutes ces marques-là appartiennent à des fonds d'investissement qui aujourd'hui rachètent à travers le monde beaucoup de PME et rationalisent le marché. Donc un marché peu innovant, comme disait Coluche, c'est un petit peu du marketing, beaucoup de blanc, plus blanc que blanc. Marché maîtrisé et aujourd'hui adossé à la chimie du pétrole, puisque 95% aujourd'hui des acteurs sont liés à la chimie du pétrole.
Nous, notre volonté était véritablement de faire autre chose, et aujourd'hui Algo répond à 5 enjeux majeurs. Le premier était de dire, comme les 5 doigts de la main, c'est aujourd'hui la première peinture qui valorise une matière première locale que sont les algues. 2, c'était de sortir de la chimie du pétrole pour aller dans la chimie du végétal. Donc on s'est adossé donc à des résines biosourcées. La combinaison de matières premières d'origine naturelle devait nous permettre de proposer un produit le plus simple possible quant à l'utilisateur final en termes de qualité de l'air intérieur des logements. À travers la valorisation de matières premières locales, on travaille également bien sûr sur l'empreinte carbone du produit et derrière toute la FDES et l'analyse de cycle de vie qui a été faite sur notre produit. Et le 5e élément, qui était anodin, mais qui aujourd'hui est quand même très très important, c'est aujourd'hui de proposer un produit qui soit aussi qualitatif que les produits classiques du marché. Le constat et le positionnement de notre produit aujourd'hui est tourné principalement, c'est une peinture de décoration intérieure au regard de 4 enjeux majeurs que sont la qualité de l'air intérieur. On passe 90% dans des espaces clos, je crois qu'aujourd'hui, ça en est parfaitement l'exemple. L'air intérieur peut être jusqu'à 10 fois plus pollué que l'air extérieur et les associations de médecins estiment qu'un Français sur 3 aujourd'hui est allergique et à moins de 10 ans, ça sera un Français sur 2, lié principalement à de nombreux polluants dans l'air intérieur. Et le 4e constat, c'est qu'à travers la thermie des bâtiments, on voit bien que la qualité de l'air intérieur est un enjeu majeur. En quoi notre produit est réellement différenciant des peintures classiques? C'est qu'aujourd'hui, pour y arriver, il est relativement simple à expliquer. On privilégie 2 typologies d'algues. Une algue rouge qu'aujourd'hui vous retrouvez dans l'alimentaire. Vous connaissez tous l'agar-agar. Aujourd'hui, l'agar-agar est un épaississant qui est utilisé en cuisine pour apporter de l'onctuosité et le côté flan un petit peu, ou pudding, pour ceux qui ont des attaches avec nos chers Anglais. On le retrouve dans notre peinture. Aujourd'hui, on a une peinture qui est très onctueuse à l'application, puisqu'aujourd'hui, on utilise un dérivé de l'agar-agar. La deuxième particularité de l'Algo, c'est qu'aujourd'hui, on s'est adossé à la filière de la cosmétique. Il faut savoir que quand moi l'idée m'est venue en 2008 de lancer le projet, aujourd'hui je me suis tout simplement inspiré et adossé à la filière de la cosmétique, puisque basé à Rennes, en Bretagne, on a la chance d'avoir un des leaders du marché qui s'appelle Yves Rocher, qui déjà travaillait dans la filière de la cosmétique et dans la chimie du végétal. Nous, on s'est tout simplement adossé à travers le CEVA et l'école de chimie à reproduire, à identifier, je dirais, cette filière-là, qui existe depuis des générations. Simplement, quand la filière de la cosmétique valorise l'huile de l'algue, il reste un coproduit qui aujourd'hui est une poudre blanche, une partie minérale qui était inexploitée puisqu'elle sert uniquement en tant qu'amendement de sol. Et nous, notre enjeu était de l'utiliser et de l'incorporer dans nos peintures. Et le tout est greffé à une résine biosourcée qui nous permet de quitter le monde de la chimie du pétrole pour aller dans la chimie du végétal. Donc aujourd'hui, vous avez 3 graphiques qui aujourd'hui, le graphique de gauche, tout ce qui est en rouge est dérivé de la chimie du pétrole. Vous doutez bien qu'on dilue une peinture avec du white spirit, c'est adossé à la chimie du pétrole. Aujourd'hui, dans l'esprit du consommateur, c'est moins le cas lorsqu'on utilise une peinture acrylique du marché. Même les peintures dépolluantes aujourd'hui, que l'on voit classiquement sur le marché, sont principalement adossées à la chimie du pétrole, puisque les liants sont dérivés de tout ce qui est pétrochimique. Nous, notre enjeu était de greffer l'ensemble de nos éléments sur une résine biosourcée jusqu'à 98%. Donc aujourd'hui, on s'affranchit des énergies fossiles. On valorise une matière première locale qui est à notre porte, puisque, comme je vous le disais, nous, on est basé à Rennes. On a un produit qui aujourd'hui est un des plus sains sur le marché, puisqu'on est strictement à moins d'1 gramme par litre de COV. On n'a pas d'odeur à l'application, j'aime pas trop cet argument, mais c'est pourtant un des éléments qui revient sur les chantiers, où aujourd'hui, lorsqu'on utilise notre produit, il n'y a véritablement pas d'odeur dans son application, donc un temps d'immobilisation chantier plus réduit. On a également un garnissant important lié aux propriétés de l'algue, lié aux propriétés de l'agar-agar, comme je vous disais, et surtout une résistance du film qui est intéressante, puisqu'aujourd'hui, on a un produit en mat et en velours qui ont une abrasion et une durabilité de classé 1 en test d'abrasion humide, donc très résistant. Le but était de dire aussi derrière, justifions chacun des éléments, et on a fait faire bien sûr une FDES, une analyse de cycle de vie de notre produit. Et le tout a fait l'objet d'un dépôt de brevet en décembre 2012 qui nous protège par rapport aux grands groupes internationaux. Donc la FDES du produit a été faite par le cabinet Quantis, donc il y a maintenant plusieurs mois.
On a également travaillé sur toute la qualité de l'air intérieur, concernant bien sûr le fameux petit pictogramme A+, mais comme le petit pictogramme A+, n'est pas suffisamment différenciant pour nous, on a été travaillé en main dans la main avec l'écolabel européen et surtout Eurofin pour justifier la différenciation de notre produit. Et aujourd'hui, vous voyez, pour avoir le A+, il faut être à moins de 1000 microgrammes de mètre cube dans l'air, et aujourd'hui, nous, on est à moins de 91 microgrammes de mètre cube dans l'air. Donc on est vraiment A++, si on pouvait être classifié. On a travaillé également sur l'emballage, puisqu'on a travaillé également sur un emballage fabriqué à partir de matières premières recyclées quant à l'utilisation et quant au conditionnement aussi, puisqu'on est sur des 10 litres et non pas des 12 ou 15 litres en termes de manipulabilité de produit. Donc vraiment un produit sain pour un habitat sain. On s'inscrit dans bien sûr les démarches haute qualité environnementale, un mat, un velours et un satin qui aujourd'hui apportent les mêmes résistances en termes de durabilité, de facilité de mise en œuvre que les peintures classiques, un haut pouvoir couvrant, et également une applicabilité en frais sur frais. Donc en frais sur frais, ce que l'on entend dans notre jargon, c'est la possibilité de redoubler très très rapidement le produit sans attendre au minimum 24 heures, ce que souvent dans les peintures acryliques du marché, le professionnel doit s'y soumettre. Et un rendement au mètre carré de 12 mètres carrés au litre, qui aujourd'hui est un très bon rendement. Pour clore, aujourd'hui, Algo et la jeune entreprise a été créée le 30 juin 2015, donc on est une jeune start-up, une jeune entreprise innovante. Aujourd'hui, on a 2 segments sur lesquels on se positionne. On a la gamme Algo Déco qui a commencé à être distribuée auprès des grandes enseignes de bricolage, entre autres Leroy Merlin, qui est en phase de déploiement national sur 2018. Et on vient de lancer il y a maintenant 3 mois la gamme Algo Pro sur le territoire national auprès de notre partenaire Théolor, qui aujourd'hui équipe 325 machines à teinter, donc un large panel de teintes avec un nuancier spécifique lié à la profession. Alors après, je peux vous en parler des heures, hein. Mais aujourd'hui, rapidement, donc voilà la gamme, marché professionnel. Donc c'est Théolor aujourd'hui qui nous représente sur tout le territoire national. Aujourd'hui, on mène un travail de prescription également sur la petite enfance, là où véritablement aujourd'hui notre enjeu, notre produit a toute sa place. Et notre volonté est d'accompagner notre démarche par des applicateurs agréés. Le but, c'est d'apporter également une garantie quant à la pose et la mise en œuvre de notre produit. Quelques références chantiers aussi, je sais vite, voilà, parce que le temps est compté. Le chez NC à Cognac, qu'on vient de terminer l'été dernier, 50 000 m², les magasins Biocop, différents partenaires publics et privés qui aujourd'hui nous ont accompagnés, nous accompagnent. Voilà. Merci beaucoup.